On va démarrer ce café-nil qui est sur un thème tout à fait passionnant puisque c'est l'innovation en prévention. Et on a cette chance extraordinaire d'avoir ce matin donc Lise qui est la directrice générale de l'Agence d'innovation en santé qui va venir nous expliquer ce plan ambitieux puisque 170 millions d'euros dédiés à ces innovations en prévention, une articulation autour de la recherche, autour de la démonstration de valeur et puis autour du soutien à l'industrialisation. Je crois qu'on a quelque chose qui est vraiment tout à fait intéressant. Et Lise et Florie, je vous cède tout de suite la parole pour que vous puissiez nous expliquer ce qu'il en est et comment tout ça va se mettre en place, ou se met déjà en place d'ailleurs, auprès des entreprises et, euh, et, et des institutionnels et des d'autres acteurs du système de santé. Voilà, la parole Avec est à grand vous. plaisir. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci Olivier, merci à tous de nous donner l'opportunité effectivement de ce moment d'échange parce que évidemment on va vous présenter avec Florie qui est donc responsable de ce projet, de cette stratégie d'accélération autour de la prévention au sein de l'Agence de l'innovation en santé. Florie aura l'occasion de se présenter, mais elle a travaillé au cours de ses précédentes fonctions, notamment à l'INCa, autour d'enjeux de prévention, y compris de prévention primaire. Donc, je pense que c'est la bonne personne pour nous aider à coordonner ce projet. Je tiens à la remercier. Florie donc, coordonne au niveau interministériel cette stratégie avec l'ensemble de nos partenaires, bien évidemment, puisque c'est une stratégie lancée dans le cadre de France 2030, donc qui s'inscrit dans cette dimension large, pas uniquement santé, même si évidemment l'objectif c'est de contribuer à l'amélioration de la santé de nos concitoyens, mais vraiment de s'inscrire dans une continuité avec la recherche en amont, l'industrie en aval, vous l'avez rappelé Olivier, également tous les enjeux, y compris de santé environnementale, le cas échéant, éducation bien évidemment. Donc on se situe vraiment dans une dimension large de la prévention et je pense que c'est très important de le rappeler puisque ça a été évoqué il y a très peu de temps, notamment par la nouvelle ministre. La dimension interministérielle en matière de prévention est fondamentale. Donc je pense que ça donne encore plus de sens à cette stratégie qui évidemment ne se substitue pas à une stratégie purement ministérielle globale, mais elle a vocation à mobiliser ou accélérer cette stratégie de l'État en matière de prévention en utilisant le levier de l'innovation. Voilà, c'est en ça que l'agence est très impliquée dans ce domaine. Peut-être très rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais pour resituer un petit peu j'allais dire la genèse de cette stratégie dans les travaux de l'AIS, puisque vous le savez, nous avons été lancés il y a 2 ans maintenant, dans le cadre du plan France 2030, bien sûr. L'agence est venue, j'allais dire, piloter l'ensemble du plan France 2030, donc 7 milliards d'euros dédiés à la transformation du domaine de la santé par l'innovation, avec des grandes stratégies d'accélération, biomédicaments, bioproduction, dispositifs médicaux innovants, numérique en santé, maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC, dont on a fêté les 3 ans avant-hier. Donc, au-delà de ces stratégies, il nous a semblé important de compléter, j'allais dire, ce plan par une 5e stratégie, donc qu'on va vous présenter aujourd'hui, dans la mesure où, depuis que l'agence est lancée, et notamment à travers le Tour de France qu'on a initié dès le départ, on a pu constater qu'il y avait un réel besoin pour les porteurs de projets et pour permettre d'accélérer le virage du curatif vers le préventif, eh bien, d'apporter des financements pluriannuels d'une certaine façon, qui sont vraiment appelés de leur vœu par l'ensemble des acteurs, via de l'investissement, pour permettre eh bien, notamment de contribuer à la démonstration de la valeur en matière de prévention, pour favoriser les évolutions en matière d'évaluation, puisque c'est critique de permettre d'avoir des évaluations avec des critères adaptés aux enjeux de la prévention, pas uniquement des bénéfices cliniques pour le patient, mais également en termes de bénéfices organisationnels, de bénéfices en matière de qualité de vie pour les patients et pour les professionnels, mais aussi d'efficience globalement, dans une perspective non pas strictement, j'allais dire, ville, hôpital, assurance maladie, mais une perspective globale pour le système de santé. C'est vraiment ça l'objectif et, in fine, eh bien, d'amorcer des évolutions des modèles de financement
C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette stratégie, on a souhaité s'accompagner d'un comité stratégique qui embarque l'administration et les agences sanitaires. C'est très important pour nous permettre collectivement d'aller dans la bonne direction et d'être sûr que les projets qui vont être lancés et financés pourront répondre à l'impact attendu par l'ensemble de ces acteurs investis dans le champ de la prévention, et notamment l'ANSM, l'AHS, Santé publique France, l'ANSES, l'IRES, la conf des DG d'ARS. Fleury, est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas. En tout cas, si j'en oublie, je vous les mentionnerai bien évidemment. En tout cas, vous voyez, La CNAM. la CNAM, évidemment. Donc, on mobilise largement l'écosystème santé et administration de la santé pour permettre, eh bien, à travers cette stratégie, de poursuivre, j'allais dire des réflexions et même des travaux dès le lancement autour du droit commun et de l'évolution des modalités d'évaluation et de financement par la suite pour répondre à cet enjeu de la prévention et permettre aux acteurs investis dans le domaine d'avoir une vraie visibilité en matière ensuite de diffusion et de déploiement sur l'ensemble du territoire. Donc voilà pour le cadre très général. Cette stratégie, elle est construite, vous l'avez rappelé Olivier, autour de 3 axes principaux. Un PEPR, donc un programme d'équipement prioritaire de recherche, donc financé à hauteur de 50 millions d'euros, qui est piloté par l'agence de programme recherche en santé INSERM, donc dirigée par Franck Mouton, donc en lien avec l'ensemble des acteurs, bien évidemment mobilisés par l'agence de programme. Là, l'objectif, c'est vraiment de contribuer à l'amélioration des connaissances dans le domaine de la prévention. Je pense notamment à tous les enjeux d'exposome, de santé environnementale et des déterminants finalement en matière d'impact sur la santé et de prévention. Donc là, les travaux sont en cours pour faire émerger et sélectionner des projets qui seront financés par France 2030 dans le domaine de la recherche en prévention, en mobilisant l'ensemble de l'écosystème de recherche, bien sûr. Le deuxième volet, donc, si on va de l'amont jusqu'à l'aval, c'est donc l'axe, on va dire, central de cette stratégie, financée à hauteur de 100 millions d'euros, pour lequel un appel à projet a été lancé en août dernier et que Fleury va vous détailler évidemment après moi. Donc cet axe central a vraiment vocation ici à permettre aux porteurs de projets de démontrer à une échelle territoriale suffisante et en vie réelle la valeur et l'impact de leur innovation pour le système de santé. Donc, il s'agit vraiment de démontrer l'efficience des soins, l'impact populationnel et la santé publique. Alors, tout l'enjeu de cet appel à projet, ça va être de déposer des projets qui ne sont pas des projets portés uniquement par une entreprise. C'est vraiment des projets qui doivent être partenariaux, public-privé, inscrits à l'échelle territoriale également. C'est pour ça qu'on attend vraiment des consortiums, et c'est la raison pour laquelle on essaie d'en parler, de faire connaître cet appel à projet qui est certainement un petit peu singulier en ce sens. Donc, on souhaite que le terrain, entre guillemets, puisse se mobiliser à travers l'ensemble des parties prenantes, que ce soit public ou privé. Mais en tout cas, il est clair qu'on a déjà eu un fort intérêt à la fois des professionnels, mais aussi des établissements de santé, des ARS, pour mobiliser clairement le terrain, en lien avec évidemment des structures privées, des entreprises et des projets innovants, puisqu'il faut qu'il y ait une brique technologique, c'est la composante France 2030, pour permettre à ces projets de voir le jour. Donc la première relève aura lieu le 10 décembre, et je vais laisser Fleury le détailler bien évidemment. En tout cas, l'objectif, ce sera vraiment de contribuer à démontrer cette valeur pour pouvoir être financé et pouvoir se déployer sur plusieurs années. La troisième brique de cette stratégie, c'est une stratégie donc dédiée à l'industrialisation, qui a vocation à financer à hauteur de 20 millions d'euros l'amorce de filières industrielles, notamment dans le domaine du diagnostic, du DIV, des secteurs qui ne sont pas encore fortement ciblés dans le cadre de France 2030. Donc, on souhaitait leur dédier un abondement de l'appel à projet qui existe aujourd'hui, donc opéré par BPI France, l'AP Capacité Industrialisation France 2030. Voilà, je tiens à souligner, outre l'investissement majeur de tous les ministères à nos côtés pour cette stratégie, de rappeler l'engagement de BPI France, évidemment, qui est l'opérateur
de France 2030 sur cette stratégie. Donc voilà très rapidement pour voilà, vous dressez le cadre de ces travaux. Et puis, si vous en êtes d'accord, je vais laisser Florie peut-être détailler l'appel à projet qui est d'ores et déjà lancé, sur lesquels les porteurs de projets peuvent postuler aujourd'hui jusqu'au 10 décembre. Merci, merci Élise pour ce contexte général sur la stratégie. Donc, en effet, je vais vous présenter l'appel à projet Challenge Prévention, donc démontrer la valeur des innovations en vie réelle. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert, dont vous pourrez retrouver le cahier des charges en ligne sur le site de BPI France, avec également une FAQ et les documents qui sont à remplir pour pouvoir candidater à cet appel à projet. Donc, comme le disait Lise, hein, vraiment l'objectif de cet appel à projet, l'objectif premier, c'est de démontrer la valeur des innovations en prévention en vie réelle, mais dans un objectif de finalement arriver à faire émerger et identifier des modèles économiques qui vont permettre le financement pérenne des innovations en prévention, puisqu'aujourd'hui, c'est malgré tout ce qui fait défaut, c'est cette pérennisation de la prise en charge de la prévention, parce qu'on a besoin aujourd'hui de données sur l'impact que peuvent avoir ces innovations en prévention, l'impact effectivement au niveau individuel, mais également populationnel, de la santé publique et l'impact sur le système de santé, sur la fluidification des parcours de soins, sur la diminution de l'errance diagnostique, par exemple. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, nous attendons des projets d'envergure. Alors, d'envergure à la fois parce qu'on espère des projets qui vont avoir un impact fort sur, comme on le disait, la population, le système de santé, la santé publique, mais également des projets d'envergure puisque pour faire cette démonstration de la valeur, notamment en prévention, on a besoin de puissance statistique et pour atteindre cette puissance statistique, on a besoin de pouvoir déployer, expérimenter ces innovations à large échelle. Donc, effectivement, sur des territoires, sur une population suffisante qui va nous permettre de faire la démonstration de la valeur. Donc, on parle on a beaucoup parlé, nous, de régions, mais ça peut être plusieurs départements au sein d'une région, plusieurs régions, et voire même au niveau national si le projet le nécessite. Donc, ces projets, comme le rappelait Lise, hein, doivent intégrer une technologie ou un produit de santé innovant. Ça, c'est effectivement la brique France 2030, puisque France 2030 est aussi là pour financer des innovations qui sont portées, donc ça aussi c'est un point important, portées par des entreprises, puisque l'objectif, un des objectifs de France 2030, c'est aussi de faire du développement économique au travers des entreprises. Donc ces projets doivent en effet intégrer des dispositifs, des technologies ou des produits de santé innovants, mais qui vont s'insérer dans un dispositif plus large, qui va être un dispositif qui va permettre la diffusion, l'utilisation et l'évaluation finalement de ces innovations. Donc, cette innovation technologique peut être également associée à une innovation, qu'elle soit organisationnelle, numérique, par exemple, pour justement permettre cette large diffusion de l'innovation et donc l'évaluation in fine de l'impact de ces innovations. Comme l'indiquait Lise, on attend que ces projets soient portés par des consortiums publics-privés, puisque là, l'objectif aussi est vraiment d'arriver à décloisonner la prévention et qu'elle ne fasse pas seulement au sein de la médecine de ville ou d'un établissement hospitalier ou des associations, mais ce que l'on souhaiterait vraiment, c'est décloisonner cette prévention et mettre en lien tous les acteurs qui sont impliqués dans cette prévention. Alors, ces projets doivent porter, comme on l'indique depuis le début, sur de la prévention, mais que ce soit de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, ou ça peut être également une combinaison de ces préventions. Les projets doivent également répondre aux thématiques prioritaires qui ont été identifiées notamment par le ministère de la Santé et qui figurent dans le cahier des charges. Donc, vous retrouverez
notamment la santé de l'enfant, la santé mentale, les maladies chroniques, les comportements favorables à la santé, également la vaccination et la prévention des maladies infectieuses, excusez-moi. Ensuite, également les maladies rares. Voilà, la liste de ces priorités de santé publique figure dans le cahier des charges, mais elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire qu'effectivement, le jury évaluera également des projets qui peuvent porter sur d'autres thématiques, mais dès lors qu'elles démontreront un impact vraiment important sur la santé publique et le système de santé. En termes de durée des projets, donc on attend des projets entre 12 et 48 mois. L'assiette de dépenses indicatives est située entre 5 et 10 millions d'euros. Donc là encore, c'est une assiette indicative, c'est-à-dire qu'on peut évaluer des projets qui sortent un peu de cette assiette, mais pas qui s'en écartent de façon trop significative. Ce qui va vraiment guider les experts et le jury et également orienté par le comité stratégique, hein, c'est vraiment l'impact de ces projets et leur capacité à faire la démonstration de la valeur en vie réelle, et donc le fait que ces projets vont reposer sur une méthodologie rigoureuse et qui sera adaptée à ce que souhaitent démontrer les porteurs de projets. Les travaux doivent être menés en France. Donc, comme on l'indiquait, sont très fortement attendus des projets qui reposent sur des consortiums. Toutefois, on n'exclut pas la possibilité d'avoir des projets monopartenaires qui doivent alors, à ce moment-là, être portés par l'entreprise qui fabrique ou qui exploite l'innovation en prévention. Alors, je vais vous présenter également rapidement le process de sélection de cet appel à projet. Donc, on a voulu un appel à projet, comme disait Lise, un petit peu singulier, puisqu'on a souhaité que justement sur cet aspect méthodologique qui est particulièrement important, hein, pour être certain, en tout cas, d'avoir des données et des résultats qui seront exploitables, on a souhaité pouvoir, quelque part, aider les porteurs de projets qui seront présélectionnés sur cet aspect méthodologique. Donc, le process se découpe en 3 phases. Donc, une première phase de présélection. Donc, comme l'indiquait Lise, la relève est au 10 décembre. Pour cette relève, il s'agira de déposer les documents qui sont en ligne sur le site de BPI France, c'est-à-dire un document Word qui va présenter le projet et également un synopsis d'études d'évaluation. Donc, c'est un document d'une dizaine de pages. Associé à ce document, il y aura également le dépôt d'une présentation du projet sous format PowerPoint d'à peu près entre 30 et 40 diapositives. Donc, la présélection va se faire sur ce dépôt de dossier. Le jury qui va évaluer, les experts qui vont évaluer les dossiers en présélection auront été proposés par le comité stratégique. Donc, le comité stratégique va proposer des experts qui ensuite, bien sûr, vont être affectés à l'évaluation des dossiers avec, évidemment, toute l'analyse des conflits et liens d'intérêt qui va de pair avec le fait d'évaluer et d'expertiser les dossiers. Donc, cette première présélection permettra de sélectionner un petit nombre de projets, puisque l'idée, c'est d'être très strict, très stringent sur cette première phase pour être en capacité ensuite de pouvoir aider les porteurs de projets à ajuster la méthodologie de leur projet pour être sûr qu'elle réponde le mieux possible à l'objectif d'évaluer un impact. Donc, suite à cette présélection, des experts seront également affectés à certains projets, donc des experts
également proposés par le comité stratégique, mais qui sont des experts différents des experts qui vont faire la présélection et les auditions finales. On a 2 poules d'experts, un pool d'experts qui vraiment participe à la sélection et un pool d'experts qui participe à l'ajustement méthodologique, à aider les porteurs de projets à optimiser au mieux leur méthodologie pour répondre aux objectifs. Donc, suite à la présélection, les porteurs de projets ont une phase de 3 mois environ pour justement rédiger le protocole de l'étude d'évaluation en vie réelle, hein, donc rédiger ce protocole qui sera ensuite déposé juste avant les auditions, et ces dossiers, ces protocoles complets d'études seront évalués par les experts qui auront fait la présélection et qui auront émis des premières recommandations. Et à l'issue de ces auditions, les dossiers passent en instruction. Alors, comme l'indiquait tout à l'heure Lise, nous avons souhaité mettre en place un comité stratégique qui va participer, dont la présidente est Isabelle Adenau. On a également Geneviève Chen en vice-présidente pour toute la dimension santé publique et Jocelyn Tuiliez pour la dimension économie de la santé. Ensuite, comme l'indiquait Lise, je vais juste détailler les membres permanents de ce comité stratégique, donc qui sont Santé publique France, l'IRES, l'AHAS, l'ANSES, la NSM, la CNAM, la conférence des DG d'ARS, l'article 51 également et l'INSERM avec l'agence de programme. À ces membres permanents seront aussi conviés en fonction de l'ordre du jour des membres invités et qui représentent des institutions fortement impliquées dans la prévention. Donc, à titre d'exemple, mais bien sûr non limitatif, on pense à l'Institut national du cancer dès lors que des projets en cancérologie seront présentés, ou bien la MILDECA s'il s'agit d'addiction, par exemple. Et ce comité stratégique donc, va également participer à ce processus de sélection des projets au travers de sa présidence, donc c'est-à-dire Madame Isabelle Adenau, Madame Geneviève Chen et Monsieur Jocelyn Tuiliez, qui eux seront garants de la vision du comité stratégique à chaque étape du processus de sélection des projets. Donc, à l'issue des auditions, les projets qui auront été sélectionnés lors des auditions rentreront en phase d'instruction avec BPI France pour évaluer le montant d'aide qui sera alloué au projet. Donc, je voudrais juste revenir sur le fait et sur ce qui importe, ou en tout cas ce qui questionne aujourd'hui les porteurs de projets que l'on peut rencontrer et qui souhaitent déposer. Donc, effectivement, c'est premièrement, ce qui doit driver un petit peu le projet, c'est la recherche d'impact. Je crois qu'on l'a dit, on l'a beaucoup répété, mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc, cette recherche d'impact, la clarté et la cohérence du projet, évidemment. Ensuite, les innovations qui sont utilisées à l'intérieur du projet, donc les technologies utilisées, mais également la description du dispositif qui peut aussi être un dispositif innovant pour aller cibler la population cible, pour permettre aux professionnels de santé de diffuser, d'utiliser ou d'évaluer également l'impact. Donc, la technologie, mais aussi le dispositif qui est mis en place autour. Ensuite, la méthodologie. Donc, vraiment se poser la question de quel impact, quel objectif, quels critères de jugement principal, secondaire. C'est très important. C'est-à-dire que lors… Pardon. Donne-moi encore autre chose. Je pense qu'un micro est… je pense que vous pouvez couper vos micros. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro branché. Il faudrait le débrancher pour laisser Florie s'exprimer. Merci beaucoup. Merci. Donc, je parlais de la méthodologie, puisque
pour la présélection, pour le premier dépôt, la relève au 10 décembre, on ne va pas demander un protocole détaillé et complet d'évaluation en vie réelle. Par contre, le jury, les experts seront attentifs au fait que les porteurs de projets ont réfléchi à une méthodologie pour vraiment répondre à un objectif précis. Donc, quel objectif? Est-ce que les critères de jugement sont facilement mesurables? Est-ce qu'ils vont permettre de répondre à la question posée? C'est toute cette réflexion-là qui sera évaluée. On encourage également beaucoup les porteurs de projets dans les consortiums à également créer des partenariats ou en tout cas prendre attache avec des équipes de méthodologistes et des équipes de méthodologistes qui sont assez expérimentées sur l'évaluation en prévention pour justement arriver à donner des gages suffisants lors de la présélection qui montrent que la méthodologie a été réfléchie et même si elle a besoin de quelques ajustements, elle pourra répondre à l'objectif fixé. Donc voilà, cet appel à projet est un appel à projet unique en plusieurs vagues. La première vague et la première relève 10 décembre. Vous le verrez sur le cahier des charges. La relève suivante était prévue au mois de juin. Comme on est sur un process de sélection qui va durer environ 9 à 10 mois, il se peut que cette relève de juin soit peut-être repoussée pour ne pas qu'il y ait finalement d'overlap entre les deux vagues. Mais en tout cas, il y a d'ores et déjà 4 relèves fixées jusqu'à fin 2026. L'idée, avant cette première relève, c'est d'accompagner au maximum les projets qui souhaitent déposer pour vraiment essayer d'avoir un maximum de projets qui vont répondre de façon qualitative en termes de méthodologie et d'impact. Mais l'idée, c'est également de pouvoir, après cette première vague et des projets qui seront peut-être pas suffisamment aboutis pour le 10 décembre, finalement leur donner des recommandations pour améliorer, pour aller plus loin dans leurs projets et que ces projets puissent retravailler leur copie pour les relèves suivantes. Voilà, je crois avoir fait le tour sur cet appel à projet. Et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Lise, peut-être, je ne sais pas si tu veux ajouter, compléter, si toutefois j'ai oublié certains détails. Lise? Non, oui. rien de plus, mais on est à disposition effectivement pour répondre aux questions. Si vous en avez, je crois qu'il y en a un certain nombre dans le chat. On va passer, oui. Voilà. On va passer à la séance des questions-réponses. Merci en tout cas, Florie, pour cette présentation extrêmement détaillée qui va susciter un certain nombre de... J'en connais déjà une venant d'Alain Olympique, qui est le premier à avoir demandé la parole. Alain, je te passe la parole tout de suite. Oui, bonjour. Oui, je voulais tout d'abord... Tu te présentes. Même oui, si tout le monde te connaît, je suis représentant des usagers. Là, je vais prendre ma casquette. J'ai différentes casquettes de représentation des usagers. Je vais prendre ma casquette d'administrateur suppléant de France Asso Santé. Je n'ai pas entendu parler des patients dans cette histoire-là. La prévention, je pense que ça concerne les usagers et France Asso Santé. Donc, est-ce que c'est compris aussi dans le périmètre du comité stratégique? Est-ce qu'ils sont au moins invités? Voilà. J'ai fait partie aussi du jury des tiers-lieux d'expérimentation avec la Banque des Territoires notamment. Donc, quelle cohérence là peut-être avec ce dispositif qui est à son 3e appel à projet? Et puis... l'innovation, je voulais vous interroger un peu et faire un petit peu de rentre-dedans sur la notion d'innovation, parce que est-ce qu'on ne va pas être là le 10 décembre, c'est demain, donc on va être plutôt dans le recyclage d'innovation
que peut-être la véritable innovation. Est-ce que les moyens vont pousser des projets existants qu'on a pu retrouver d'ailleurs, parce que dans les projets de tiers-lieux d'expérimentation, il y avait vraiment, d'abord, il y a le mérite du consortium qui a été créé pour porter les expérimentations dans les régions, et il y avait vraiment des très beaux projets liés à la prévention. Donc, est-ce que ces projets-là peuvent cumuler maintenant ou peuvent avoir un avenir? Voilà. Bon, j'ai vu qu'il y avait Franck Mouton qui était président des 2 premiers appels à projets, donc qui était par là. Donc, je ne m'inquiète pas, mais c'était juste voilà, pour poser la question, pour Merci amorcer. beaucoup. Merci beaucoup pour ces très très bonnes questions. Effectivement, on n'est pas exhaustif quand on présente les choses comme ça, donc mes excuses hein, si on n'a pas mentionné, et vous avez tout à fait raison de nous le faire rappeler, de nous le rappeler, pardon, l'implication des patients qui sont évidemment inclus dans le dispositif. On a largement échangé avec France Asso Santé autour de cet appel à projet, donc bien évidemment ils sont au courant et impliqués. Florie mentionnait comment dirais-je, des membres permanents et des membres invités au comité stratégique. Il est évident qu'on avait prévu d'impliquer les patients en membres invités, tout simplement parce que, en fonction des projets, on n'invitera pas les mêmes représentants d'usagers et de patients, mais évidemment, c'est prévu. Ça a été une demande d'ailleurs portée pas seulement par nous, mais aussi par la conférence des DG d'ARS et par l'ensemble des membres permanents. Donc oui, c'est tout à fait prévu et c'est indispensable. Vous avez raison de le souligner. Le deuxième point qui concerne l'articulation avec les dispositifs existants, c'est évidemment un enjeu fort que nous avons, mais vous pouvez, j'allais dire, être rassuré dans la mesure où l'agence ne pilote pas que cet appel à projet, mais globalement la verticale santé de France 2030. Et on a un enjeu collectif de ne pas, j'allais dire, dupliquer les financements sur les projets, d'autre part d'assurer une cohérence globale. D'ailleurs, c'est pour ça que l'article 51 est aussi inclus dans le comité stratégique, parce qu'il ne s'agit pas non plus de refaire de l'article 51. Je vais souligner, pour vous donner une petite illustration de l'objectif, des éléments qui nous ont poussés à lancer cet appel à projet, malgré l'existence des tiers-lieux d'expérimentation, qui sont un formidable outil terrain, justement, pour le déploiement d'innovation en vie réelle, local, enfin, sur le terrain avec les professionnels et les usagers concernés. La vocation des tiers-lieux, c'est vraiment de répondre à des besoins, j'allais dire, locaux à une échelle donnée. Là, l'idée, si on veut faire une démonstration de valeur avec une puissance suffisante, dans des délais, j'allais dire, acceptables, en priorité pour les patients et les professionnels, parce que c'est ça l'enjeu en fait de la prévention, c'est que on a l'intuition que ça rapporte, j'allais dire, des gains d'efficience. On a l'intuition que c'est évidemment bon pour le patient, parce que si on peut lui éviter d'être malade ou d'avoir des complications, évidemment que c'est bien. Là, il nous faut, j'allais dire, des financements assez conséquents pour pouvoir inciter les porteurs de projets, qui en plus ne le sont pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de financement derrière, inciter à faire cette démonstration à large échelle. Pas que à un niveau, j'allais dire, local, au sein d'un établissement de santé, ou au sein d'un petit territoire, mais d'une région, voire de plusieurs régions, voire au niveau national. Donc, il y a cette dimension d'échelle et de puissance pour la démonstration qui est importante. D'autre part, c'est un appel à projet dédié uniquement à la prévention. Les tiers-lieux sont, effectivement, il y en a beaucoup qui sont dédiés à la prévention, mais pas que. On n'exclut pas, si c'est nécessaire, que certains projets qui nécessiteraient, j'allais dire, une démonstration qui devrait être portée plus largement, puissent postuler. Après, il ne s'agit pas non plus, j'allais dire, de cumuler, évidemment. C'est comme l'article 51. C'est pour ça que la mission article 51 est présente au comité stratégique. Il ne s'agit pas de dire que les articles 51 doivent passer par ce dispositif, mais plutôt d'étudier les complémentarités qui peuvent être intelligentes et faire des synergies. Mais en tout cas, bien garder l'essence et l'esprit de chacun des dispositifs qui répondent à des enjeux un peu différents. Voilà. Oui, parce que si je peux me permettre, enfin de compléter, c'est vrai qu'on a vu des fois des projets qui se ressemblaient quand même, qui étaient portés un par un consortium du Nord, l'autre en Nouvelle-Aquitaine, et c'est vrai que ça serait intéressant effectivement d'avoir une échelle. Alors, on a dû faire des choix des fois sur l'un ou l'autre en fonction de la méthode du consortium et tout ça, et puis on se dit, tiens, on aurait pu les faire travailler ensemble, effectivement, et on aurait eu une échelle effectivement plus significative. Donc, c'est vrai que j'espère que les porteurs de projets
vont être un petit peu Bah, collaboratifs. Voilà. en tout cas, on y sera très sensible. C'est pour ça qu'on essaie de faire un peu de pédagogie autour de ce dispositif. Alors, effectivement, le 10 décembre, c'est demain, mais pour vous rassurer, alors d'une part, je pense qu'il était important qu'on puisse lancer ce dispositif parce que, vu l'urgence de la situation et vu la nécessité Oui. de couvrir un temps long, voilà, il faut bien se lancer à un moment. Par ailleurs, ce n'est pas la seule vague, il y aura d'autres relèves. Donc, que les gens qui ont des projets qui ne sont pas mûrs se rassurent, il y aura d'autres vagues. On inscrit le dispositif dans le temps, évidemment. Enfin, ça, c'est vraiment le souhait qu'on porte. Et pour répondre à votre point sur le fait que ce sera du recyclage d'innovation, alors moi, je ne le formulerai pas comme ça, même si vous avez certainement raison. Dans le fond, j'entends. On s'adresse quand même à des projets relativement matures. C'est-à-dire, évidemment, il ne s'agit pas de recycler des projets qui n'ont pas pu être acceptés dans d'autres appels à projets et dire, bah voilà, par pur opportunisme, on va passer par cet appel à projet. Néanmoins, ça ne s'adresse pas nécessairement à des technologies totalement immatures qui n'auraient pas, par exemple, un marquage CE ou qui n'auraient pas de premiers éléments de présomption d'innovation d'une certaine façon, tout simplement parce que là, on veut démontrer de l'impact à large échelle. Donc, ça serait dommage de mobiliser des technologies pas assez matures. Oui, En on est revanche, ce n'est pas d'accord. parce qu'une technologie est mature qu'elle a démontré son impact et qu'elle va pouvoir être déployée demain. Donc, il y a encore une marche très importante à faire pour conduire cette innovation jusqu'aux patients, aux professionnels et aux gains d'efficience. Voilà, donc c'est un petit peu la logique de cette démarche. J'étais un peu dans la provoque. Vous avez, Non, mais c'est vulgaire. Lise, vous avez répondu d'ailleurs à une question qui a été posée par Ulysse Rhodes, justement sur le marquage CE, s'il est nécessaire et tout ça. Je crois que le fait Oui. d'utiliser des outils matures est quelque chose qui est nécessaire. C'est vrai qu'on peut être, à première vue, si on ne savait pas qu'il y avait l'Agence de l'innovation en santé et si on ne savait pas qu'il y avait Isabelle, on serait un peu, on pourrait être un peu décontenancé par le comité stratégique qui est énorme. Alors, il regroupe un... tout à fait. Mais alors, vraiment pour vous rassurer là-dessus, le comité stratégique, ce n'est pas le jury, d'une part, parce qu'on a un jury qui va évaluer les projets avec des experts des différents domaines. Le comité stratégique, pourquoi on l'a envisagé là? Parce qu'on ne veut pas être à côté du sujet ou du problème, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quel est l'objectif in fine? L'objectif in fine, c'est de permettre de faire une démonstration de valeur à large échelle et donc de mettre à disposition les innovations au sein d'organisations de soins, mais d'amorcer aussi la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est de l'évaluation, mais sur les bons critères, entre guillemets, pas seulement les critères qui existent aujourd'hui, qui sont uniquement des critères d'évaluation clinique, notamment, et d'amorcer des évolutions des modalités de financement. Si on n'a pas ces structures avec nous dès le départ, bah là, c'est vraiment, j'allais dire, arroser le désert. Donc, on veut vraiment les avoir avec nous pour qu'elles puissent être en mesure aussi de nous dire, bah là, voilà, il y a un vrai enjeu de santé publique, ça répond à un réel besoin. Donc, nous, on pense que ces innovations ne sont pas seulement une nouveauté, elles vont apporter quelque chose et il est important qu'on se mobilise et que ces crédits puissent être utilisés pour les aider à démontrer la valeur. Donc, voilà l'objectif. Ça n'a pas vocation, j'allais dire, à mettre des bâtons dans les roues ou à alourdir le process. C'est vraiment pour que on parte pas bille en tête en déployant tout et n'importe quoi à l'échelle nationale, mais qu'on réfléchisse bien et qu'on embarque vraiment tout le monde. C'est ça l'esprit, c'est d'avoir vraiment cette dynamique collective pour permettre aux innovations d'apporter leurs preuves, mais pas que les preuves qui sont évaluées aujourd'hui, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est les preuves dont on aura besoin pour faire cette bascule du curatif vers le préventif. Donc voilà un petit peu l'objectif. Et je me permets, parce que j'ai vu une question dans le chat, je suis désolée, je ne les prends pas nécessairement dans l'ordre, mais une question intéressante aussi autour des nouvelles méthodologies d'évaluation. Outre les critères sur voilà, l'implication, bah, typiquement, et on est très mobilisé là-dessus, pas nécessairement sur cet appel à projet, mais ça pourrait être une brique aussi intéressante à mobiliser, le cas échéant si c'est pertinent. On est très mobilisé sur les nouvelles méthodologies de recherche clinique. On a d'ailleurs lancé des travaux là-dessus et un séminaire, enfin un colloque international qu'on a organisé le 24 juin dernier avec IME, FDA, etc. On pense
évidemment que c'est des outils complémentaires qui sont très importants, effectivement, pour accélérer les démonstrations de la preuve, sans dégrader évidemment la qualité de l'évaluation, mais on voit bien hein, que dans le cadre de maladies rares, dans le cadre de problématiques de maladies d'évolution lente, on a besoin d'avoir de nouvelles méthodes, donc des méthodes innovantes de recherche clinique, et par ailleurs, on y travaille. Et si certains porteurs de projets ont la conviction qu'il est important de mobiliser ces nouvelles méthodologies pour certains projets, on est prêt à le regarder, bien évidemment. C'est un peu difficile de s'exprimer là-dessus dans l'absolu, parce qu'encore une fois, il faut que ça réponde à un besoin précis et étayé, mais on n'est pas du tout opposé à ça, bien au contraire. Merci beaucoup, Lise. On va passer la parole à Marc Bonneville. Marc, vous pouvez mettre votre caméra et vous présenter. Marc Bonneville, directeur scientifique et médical de l'Institut Mérieux et président de l'ARIS. Donc merci Florie et Lise pour cette excellente présentation, vraiment très claire. Le point que je me posais, c'est, puisqu'il s'agit de consortiums publics-privés, comment vous voyez le rôle et la contribution de l'industriel dans ces consortia? Est-ce que ils doivent, vous attendez en fait un apport en matching fund, un apport en in-kind, ou alors est-ce qu'ils, eux, ils bénéficient aussi de la subvention ou pas? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est par rapport, vous avez évoqué des stratégies de prévention qui touchent également les maladies infectieuses. Et donc, ça amène naturellement à l'articulation par rapport aux stratégies d'accélération sur les maladies infectieuses, sur France Vaccin et sur d'autres initiatives de ce type. Très clair. Peut-être, Florie, tu veux que je te laisse répondre sur la première question, sur l'articulation avec la partie la brique industrielle, et je répondrai peut-être sur l'articulation avec France Vaccin et les MIE. Oui, oui. Alors oui, effectivement, l'industriel qui porte qui est fabricant ou exploitant de la technologie ou du produit de santé innovant doit faire partie du consortium. Il peut être soit la structure chef de file du consortium ou bien partenaire d'un consortium. Donc, en tant que partenaire, en fait, il va être un partenaire financé de ce projet et en fonction de la taille de l'entreprise, le pourcentage de financement de la part des pays sera différent. On attend de l'industriel effectivement qu'il fasse de sorte d'apport en industrie, c'est-à-dire qu'il mette à disposition son innovation, mais qu'il soit également impliqué dans l'évaluation de l'impact. Et donc, qu'il participe pleinement au projet. Parce que si c'est simplement mettre à disposition une technologie sans prendre part de façon active et sans être impliqué dans le projet de façon plus globale, alors à ce moment-là, il peut être presque considéré plutôt comme un sous-traitant. Et donc, il ne sera pas un partenaire à part entière du consortium, il ne sera pas un partenaire financé dans le cadre du consortium. Donc, ça dépend vraiment aussi de l'implication de l'industriel dans le projet et de sa capacité à mettre à disposition son innovation qui peut par ailleurs être prise en charge dans un certain montant par BPI France. Voilà. Et ensuite, c'est des points qui sont ensuite travaillés aussi avec BPI de façon plus fine. Très clair. Et peut-être pour répondre à l'articulation avec d'autres stratégies, notamment la partie MIE et France Vaccin, c'est une très bonne question. Alors là encore, il ne s'agit pas, j'allais dire, de financer les essais cliniques en vaccinologie ou les essais cliniques de façon générale pour typiquement un médicament prophylactique ou autre, mais davantage, l'articulation pourrait se faire. Je vous donne un exemple, enfin Florie pourra compléter évidemment, pour, j'allais dire, mettre en place des projets qui pourraient développer ou avoir inclure une innovation qui pourrait permettre typiquement d'avoir des
un impact et mettre en place une politique d'aller vers pour toucher vraiment des populations typiquement qui ne sont pas aujourd'hui vaccinées pour des raisons X ou Y, et faire en sorte que la stratégie de santé publique en matière de vaccination, typiquement, puisse être plus impactante. Donc, nous, on Donc voit un une peu, stratégie, voilà, par exemple, innovante pour gérer l'hésitance vaccinale ou exactement, des aspects. exactement. Parce que c'est ça vraiment l'objectif, je pense, aujourd'hui. On est tous, enfin, en tout cas, ici, j'espère convaincus par l'importance de la vaccination. Néanmoins, on voit bien qu'on n'a pas encore des taux de couverture vaccinale suffisants en France, et il y a certainement des moyens qui peuvent mobiliser des innovations. En tout cas, c'est évidemment le cadre de cet appel à projet. Il y en a certainement d'autres, mais là, on parle bien de ça, qui peuvent permettre d'améliorer la situation. Donc voilà dans quelle mesure ça pourrait typiquement être intéressant de le travailler. Je me permets, parce que je vois aussi dans le chat… Pardon, Ah, pardon. je peux compléter sur ce Oui, bien sujet. sûr. La différence également avec la stratégie MIE, c'est que la stratégie MIE, c'est maladies infectieuses émergentes. Nous, ici, dans le cadre de l'appel à projet, on ne sera pas sur de l'infectieux émergent. Et ensuite, effectivement, c'est très important ce que tu présentes, Élise, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que malgré tout, les grandes campagnes de santé publique qui sont non ciblées, non personnalisées, ont parfois du mal, et notamment sur la vaccination avec voilà, tous les freins que l'on connaît, ont du mal à atteindre la population cible. Donc aujourd'hui, on pourrait envisager un projet qui permet d'atteindre très spécifiquement et de faire de la prévention personnalisée grâce justement à toute l'analyse de la donnée qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est aussi des projets qui vont permettre de faire de la prévention personnalisée, notamment en prévention primaire, et prévention primaire qui inclut la vaccination. Florie, pour continuer dans cette dimension-là, il y a quelque chose qui est important. Quand on regarde le parcours vaccinal à l'heure actuelle, enfin, pas le parcours vaccinal, c'est-à-dire, le parcours vaccinal, c'est celui des personnes qui pourraient se faire vacciner, avec les couvertures vaccinales que l'on connaît, qui sont catastrophiques pour certains vaccins, en dehors de ceux qui sont obligatoires à l'heure actuelle. Quand on prend la vaccination contre la grippe, c'est une catastrophe. Et quand on regarde ce qui se passe sur la méningite, par exemple, qui sont deux sujets qu'on travaille chez NIL, on s'aperçoit qu'on a les outils, mais que l'État en tant que tel n'a pas une volonté manifeste à aller jusqu'au déploiement de la vaccination, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Comment va-t-on… C'est-à-dire comment un projet pourrait-il émerger en termes de consortium s'il est bloqué encore par la Haute Autorité de Santé, parce que le comité technique des vaccinations, par exemple, a considéré qu'il avait un impact de santé publique très fort, mais que la commission de la transparence qui va juger de l'efficacité a décidé que, après tout, pour des raisons qui sont pas forcément méthodologiquement très claires et pas forcément d'ailleurs méthodologiquement très, on va dire, pas très transparentes, a décidé de mettre tout ça dans un grand tout qui serait une SMR5, parce que une ASA5, pardon. Non, une SMR5. Ce qui fait qu'on arrive à une espèce d'impaction entre le projet que vous voulez voir porter, que vous voulez voir soutenir, et les outils qui vont être les outils qui vont permettre de vacciner cette population en population réelle, mais qui ne trouveront pas l'outil technologique, c'est-à-dire le vaccin, pour pouvoir se développer. Ça, c'est un vrai problème en ce qui concerne les stratégies vaccinales en France. On n'a pas du tout la même approche que celle qu'on peut avoir dans d'autres pays européens. Et cette séparation entre deux structures de la Haute Autorité de Santé, et donc cet éclatement des évaluations, fait qu'à l'heure actuelle, on se retrouve dans des impasses qui ne sont pas des impasses liées à la qualité des produits, mais qui sont des impasses liées à la méthodologie. Oui, mais alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail ni dans le débat de la SMR5 de tel ou tel produit, parce que ce n'est pas le lieu ici. Non, ce n'est pas une En question revanche, de SMR5. vraiment, pour reprendre encore une fois le sens de cet appel à projet, c'est vraiment effectivement d'amorcer des évolutions
sur les critères pertinents qui doivent être ceux de la prévention en matière d'évaluation et, in fine, aussi des évolutions en matière de financement de la prévention. Donc, enfin, je veux dire, il y a l'œuf et la poule, mais regardons, nous, l'objectif est de sortir justement de ce paradigme et de se dire, voilà, on a des technologies qui ne sont pas que des vaccins, partons aussi sur d'autres types de produits, mais vraiment, voilà, d'être sur cette capacité à démontrer cet impact qui n'est pas aujourd'hui démontré parce que pas évalué, justement, notamment en matière de gain d'efficience, pour sortir de cet engrenage et apporter des réponses objectives et claires pour justement les faire évoluer. Donc, c'est tout l'enjeu, vraiment. Mais peut-être, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions, je vois, autour justement de l'articulation aussi, outre celui avec l'AHS, mais avec un autre appel à projet France 2030 qui est autour de la démonstration de l'impact médico-économique. Oui. Je voudrais juste faire cette précision, parce que c'est important de le mentionner ici. Cet appel à projet, il a vocation à répondre à des enjeux d'évaluation qui sont aujourd'hui déjà en place, notamment marquage CE et comment dirais-je, process d'évaluation du dispositif médical classique. Donc, c'est pour répondre aux enjeux d'évaluation qui existent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment complémentaire. Nous, on est plus dans quelque chose de prospectif où on va faire une démonstration de valeur sur des critères qui ne sont pas toujours pris en compte aujourd'hui, mais pour justement globalement montrer un impact en vie réelle, à grande échelle et sur des dimensions qui sont plus larges et qui sont celles, j'allais dire, prioritaires en matière de prévention et d'efficience. Donc, on n'est pas dans le même cadre. Même si ça peut évidemment être complémentaire. Et par ailleurs, je voudrais aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'innovation technologique. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'innovation technologique? Alors, c'est une dimension, peut-être une dénomination qui n'est pas suffisamment claire. En tout cas, on parle d'une innovation qui peut être soit effectivement un médicament prophylactique, soit un dispositif médical medtech, un dispositif médical numérique. Ça peut être de la télésurveillance, ça peut être ça peut être du diag, évidemment. Il peut y avoir de l'IA ou pas. Bref, c'est des dimensions très très larges. Et pourquoi est-ce qu'on insiste dessus? Tout simplement parce que c'est un financement France 2030 et que France 2030 a vocation à permettre notamment de contribuer au déploiement des innovations portées par des porteurs de projets, notamment émergents, d'où l'objectif. On s'inscrit bien dans France 2030. C'est la raison pour laquelle on a cette brique qui est importante. Par ailleurs, pour tout ce qui est purement organisationnel, même si cet appel à projet a aussi vocation à permettre à des organisations, notamment territoriales, d'émerger autour de la prévention avec une brique technologique, pour les innovations qui seraient purement organisationnelles, sans j'allais dire, porteurs de projets privés dans le consortium, dans ce cas-là, c'est un article 51 pur. Donc, il y a des dispositifs aujourd'hui qui existent et qui sont peut-être, dans ce cas-là, plus pertinents. Voilà, en tout cas, là, ce qu'on va financer, c'est vraiment le consortium, la démonstration de la valeur et la mise à disposition de cette technologie. Merci beaucoup. Christophe Boisiz, question suivante. Christophe, vous m'entendez? Voilà, j'étais en train de mettre mon micro. Bonjour. Bonjour, présentez-vous et mettez votre caméra. Alors, je vais mettre ma caméra aussi. Donc, Christophe Boisiz, je suis à l'Université de médecine de Brest. Et je dirige une chaire qui porte sur la prévention et particulièrement la prévention primaire. Et j'aurais aimé avoir une question, j'aurais aimé poser une question toute simple. On a beaucoup parlé donc de cet appel à projet qui est porté donc par entreprise. Et j'aurais aimé savoir comment une chaire d'université pourrait prétendre à cet appel à projet. Alors, je suis désolée, est-ce que vous pourriez préciser un tout petit peu, enfin, après, on peut aussi très bien vous laisser nos contacts et puis on peut échanger autour de votre projet spécifiquement, hein. C'est peut-être plus simple et pour vous et pour nous, parce qu'il y a oui ou non dans l'absolu, ça dépend un petit peu du projet, du niveau de maturité et puis de
des partenaires autour. Sachant qu'en revanche, si vous avez un projet de recherche, parce que j'entends, chère université, si vous avez un projet de recherche, sachez qu'il y a aussi le volet PEPR, hein, le programme d'équipement prioritaire de recherche, qui est aujourd'hui en cours de construction avec l'agence de programme INSERM. Donc, si c'est un projet plutôt recherche, il y a aussi un vecteur par ce biais-là. D'accord. Donc, vous voulez que je vous explique un petit peu le fonctionnement de la chaire, sans rentrer dans les détails ni des allez-y, vous écoutez. Innovations. Donc, c'est une chaire donc, qui aimerait donc, déployer des outils prédictifs en utilisant donc l'IA et pour travailler réellement sur la prévention primaire. Alors, peut-être, en effet, ça me semble peut-être plutôt relever du versant recherche PEPR, puisque justement, dans ce PEPR, il y a vraiment toute cette dimension d'arriver à modéliser finalement la complexité et l'hétérogénéité des data pour, comme le disait Lise, hein, arriver à faire, à évaluer l'impact au sens très large de l'environnement sur la prévention. Et donc, quand on parle d'impact environnemental large, on inclut tout ce qui est les sciences comportementales, socio-économiques, les sciences humaines et sociales, SHS, mais aussi toutes les expositions chimiques, biologiques, etc. Et donc, toutes ces données-là, aujourd'hui, finalement, comment on arrive à les exploiter, à les faire parler pour mieux comprendre quels vont être les impacts sur la santé, pour mieux comprendre les leviers par lesquels il faut passer également pour avoir une prévention plus ciblée, plus efficace. Donc, voilà, si vous vous insérez plutôt dans ce champ de recherche, je pense que peut-être que le PEPR serait plus pertinent. Ensuite, malgré tout, les organismes de recherche publique peuvent être structures chefs de file des consortiums, donc porter des projets, mais ils peuvent également être partenaires dans des projets. Donc, si vous créez un projet avec un consortium dans lequel la chaire est impliquée sur un versant très particulier de recherche, qui va permettre de mieux comprendre aussi peut-être, hein, je ne sais pas, on n'est pas allé assez loin dans la description de la chaire, mais de mieux comprendre pourquoi telle ou telle intervention aura plus d'impact ou d'efficacité ou arrivera à modifier les comportements, c'est aussi envisageable. Donc, j'ai envie de dire c'est très projet dépendant. D'accord. Je reviens à une question qui a été posée. Christophe, vous avez encore une question à poser? Non, vous m'avez dit que je pouvais vous contacter un peu plus tard. Oui, bien sûr. D'accord, je prends note et puis je vous enverrai en détail le projet de la chaire. Bien sûr. Ça sera peut-être Merci plus simple. beaucoup. Merci. Alors, avant de passer à la question suivante, il y a une question de François Berdugo qui dit est-ce que il semble que seuls les acteurs privés lucratifs pourront être récipiendaires des fonds? Laurie, je te laisse répondre peut-être. Oui, non, pas du tout. Justement, comme je l'indiquais là à l'instant, les organismes de recherche publique, mais aussi les établissements de santé, les fédérations, les associations peuvent être partenaires du projet. Et ensuite, les financements seront étudiés, puisque ce qui est financé dans le cadre des projets, ce sont les dépenses de R&D. Et alors là, comme l'indiquait Lise, on n'est pas sur du développement d'innovation, hein, on ne va pas financer du développement d'innovation. Ce que l'on va financer, ce qui est compris derrière ce terme R&D, c'est la démonstration de la valeur. Donc finalement, les acteurs ou les partenaires des consortiums qui vont participer à cette démonstration de la valeur pourront être financés. Aujourd'hui, BPI a limité à 6 le nombre de partenaires des consortiums. Et donc, en fait, il s'agit des partenaires financés. Donc, les partenaires avec lesquels BPI va contractualiser, conventionner. Mais ensuite, le consortium peut aussi réunir des partenaires non financés qui peuvent se révéler particulièrement importants pour la conduite du projet. Par exemple, si on a
un projet sur la santé des enfants qui va impliquer l'éducation nationale, on se doute que voilà, dans le projet, on aura soit les collectivités si c'est du temps périscolaire, enfin, vous voyez, mais ce ne sera pas forcément des partenaires financés, mais ce seront des partenaires non financés particulièrement pertinents et importants pour la conduite du projet. Mais ensuite, on peut effectivement avoir des organismes publics ou des établissements de santé, des associations qui seront financés dans le cadre du projet. Voilà, il y a cette possibilité-là, et ensuite, c'est à voir effectivement avec des pays en fonction des coûts. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas, parce que c'est souvent la question qui est posée sur le temps de ressources humaines mises à disposition, lorsque le personnel est déjà employé par un établissement de santé, le projet BPI ne pourra pas venir faire un double financement de personnes qui sont déjà salariées. Voilà. Donc, mais ça, en général, les établissements de santé connaissent bien la mécanique, mais voilà, il y a possibilité de financer d'autres acteurs. Et encore une fois, si vous avez des questions pour voilà, des potentiels porteurs de projets qui pourraient être présents aujourd'hui, si vous avez des questions précises sur un projet et un doute sur le montage, n'hésitez pas à venir nous voir, parce que évidemment le texte de l'appel à projet, il est dans les clous de France 2030 des process BPI. On peut vous aider à décrypter si besoin, parce que c'est vrai que c'est pour des non-initiés, ça peut être parfois un peu, ça peut paraître compliqué, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, on a une question suivante d'Anne Lobet. Anne? Anne, vous m'entendez? Je vais passer la parole. Anne, est-ce que vous pouvez vous présenter et poser votre question? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer à la question suivante. On va essayer de résoudre votre problème technique. Je vais demander à François Sarkozy de poser sa question, et on reviendra à Anne tout à l'heure, une fois que le problème technique aura été résolu. François ? Bonjour, merci Olivier pour cette invitation, et merci Lise et Florie. C'était très enthousiasmant d'entendre ce qui se passe, mais on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Vous avez parlé d'impact, vous avez parlé d'efficience. J'avais bien sûr la même question qu'Olivier, mais il l'a posée avant moi, la cohérence avec la chaise. J'en ai une autre. La prévention, c'est un investissement à court terme pour un retour sur investissement à long terme. Hormis pour la vaccination, on en a beaucoup parlé ensemble. Vous avez parlé de focus sur l'impact et sur l'efficience, bien évidemment. Dans certains domaines, alors vaccination, ça va pouvoir marcher, je viens de le dire, dans d'autres domaines, comme par exemple la prévention de la perte d'autonomie, comme tu le sais, Lise, qui est un sujet qui me tient à cœur, là, il va falloir avoir un délai d'évaluation plutôt long. Alors, on sait qu'il y a des facteurs d'accélération, de glissement vers la perte d'autonomie, notamment les infections sont une, les chutes, etc. Mais il va falloir du temps. Quel est le délai d'évaluation qui va vous intéresser? Autrement dit, le retour sur investissement, si je suis un peu vulgaire en termes économiques, il va falloir qu'il se passe dans quel délai? C'est une excellente question, et on n'a évidemment pas de réponse. Enfin, pas de réponse. Ce délai, tout ce qu'on souhaite, enfin, je me positionne, je pense, je fais écho à ce qui peut être attendu par les membres du comité stratégique notamment. D'une part, ce n'est pas une variable unique pour tous les projets, c'est-à-dire que selon le type de projet, évidemment, il y aura des attentes plus ou moins court, moyen ou long terme. En revanche, si le projet le justifie et si le projet a une présomption d'impact vraiment importante et répond à un enjeu de santé publique, c'est justement pour ça qu'on mobilise France 2030, qui a cette vertu à être un financement pluriannuel. C'est aussi pour ça qu'on pense que ça peut accompagner des projets dont les débouchés, ou en tout cas les mesures d'impact, ne seront pas immédiates, mais peut-être sur plusieurs années.
Ce que je pense en revanche important, parce qu'on est tous dans un contexte particulièrement contraint et je pense qu'il faudrait quand même réussir, si le projet... voilà, c'est ça, d'avoir des jalons et des premiers éléments d'impact, même si ce n'est pas l'impact, j'allais dire, idéal, qui permet vraiment de montrer un retour sur investissement sonnant et trébuchant optimal, mais au moins quelques indicateurs quand même qui pourront montrer à la fois au jury et aux membres du comité stratégique que ça a un intérêt de continuer. Voilà, ça me paraît vraiment Mais la important. perte d'autonomie, la prévention de la perte d'autonomie, du glissement vers la perte d'autonomie peut faire partie des projets. Ah oui, bien sûr. C'est un sujet d'intérêt. Bien sûr. Merci beaucoup. Oui, pardon, je me permets, mais effectivement, la perte d'autonomie dans la liste que j'ai précisée tout à l'heure manquait la perte d'autonomie et l'infertilité, la lutte contre l'infertilité également. Donc, oui. Merci. Anne Liobet, est-ce que vous nous entendez? Ah ben voilà. Est-ce que vous m'entendez surtout? Oui, ça y est, c'est bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis poser votre question? Merci de votre présentation. Je suis Anne Liobet, donc je travaille dans la filiale française de Roche Diagnostic. Et ma question, elle porte justement sur le rôle attendu et possible des filiales de grands groupes. Est-ce que, voilà, dans un consortium, une filiale française peut prendre une place? On a lu que vous attendiez que les porteurs du marquage CE soient dans les consortiums. Est-ce qu'il s'agit des filiales, des groupes? Parce qu'évidemment, ce n'est pas une filiale qui porte le marquage CE d'un produit technologique. C'était un peu ma première question. Et la deuxième, elle porte plutôt sur la dichotomie entre la maturité des projets et peut-être des freins réglementaires qui pourraient être levés pour apporter aussi de nouveaux parcours. Est-ce que c'est possible? Laurie, je te laisse peut-être répondre en premier volet sur le... Alors, sur le fait que les filiales doivent porter le marquage CE, c'est ça. Écoutez, ça, je pense que c'est un point effectivement à vérifier avec BPI. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'entreprise qui porte la technologie, enfin le fabricant ou l'exploitant de la technologie, doit être une entreprise dont le siège social est en France. Donc, Anne, la réponse... Oui. Disons que c'est en partie clair, mais du coup, c'est la ligne, mais peut-être qu'il faut clarifier avec la BPI que la société faisant partie du consortium doit être celle qui porte le marquage CE. Ou est-ce que c'est l'inverse? Dans la logique, il y a un petit problème de lecture et d'interprétation de la phrase. Mais je clarifierai peut-être avec la BPI du coup. Oui, on peut vérifier ça. Oui, je pense que c'est un point effectivement à clarifier avec eux. Et le deuxième point, c'était la réglementation. Avant de passer la parole à Christian Cotet, il y avait Pierre Méliaca qui voulait poser une question. Pierre, vous avez levé votre main. Je sais que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à reposer la question en direct. Bon, Christian. Merci, merci Olivier, bonjour à tous. Je vais poser une question. Je vous présente mes excuses d'avance si la réponse a déjà été apportée parce que j'ai dû m'absenter une dizaine de minutes, alors peut-être qu'elle aura été posée pendant mon absence. Dans le texte de l'appel à projet... Christian, présente-toi, Christian. Donc, Christian Cotet pour l'AFM Téléthon. J'en suis l'ancien directeur général aujourd'hui à la retraite, mais toujours impliqué dans le monde des maladies rares. Et donc... Je lis l'introduction de l'appel à projet. Donc, on parle de combinaison d'innovation technique, biotechnologique, numérique, organisationnelle ou interventionnelle. Donc, c'est évidemment pas obligatoire qu'il y ait une combinaison de l'ensemble.
Et la question que je me posais, puisqu'on parle de prévention, est-ce qu'un projet qui ne porterait que sur des innovations organisationnelles et interventionnelles, sans technologie innovante particulière, peut être éligible? Donc effectivement, j'avais répondu, je pense, quand vous n'étiez pas là. Ah, alors absolument désolé. C'est pas grave du tout. Il vaut mieux le répéter 2 fois qu'une. C'est bien, comme ça, au moins, tout le monde l'aura bien en tête. Donc effectivement, non, l'appel à projet ne s'adresse pas à des innovations purement, strictement d'ordre organisationnel, sans, j'allais dire, briques technologiques autour. Et dans ce cas-là, je pense qu'on a un dispositif quand même, qui est l'article 51, qui répond à cet enjeu. Donc non, c'est pas éligible à cet appel à projet. D'accord, très bien. Fabienne Mignot. Hop là. Bonjour, Fabienne Mignot, je suis référente qualité de vie au travail et santé des soignants pour une mutuelle de soignants. On avait déjà échangé ensemble, Madame Alter, sur un projet de stage de formation et de prévention du burn-out pour les soignants, qui va avoir son premier séjour test au mois de novembre. Et en fait, qui a été fabriqué pour pouvoir être dupliqué et rentrer dans les dispositifs de formation. Est-ce que ce type de dispositif qui serait duplicable et qui est basé sur ce qui existe pour les services de santé des armées, pour les militaires, est-ce qu'on peut imaginer que cette innovation de soutien, de prévention, d'attractivité des métiers et d'équipements en prévention puissent être éligibles à cet appel à projet? Alors, il faudrait regarder plus précisément, notamment sur le volet technologique, mais là, si c'est vraiment très, très orienté formation, je pense qu'on a un autre outil avec France 2030 qui s'appelle le compétences et métiers d'avenir. Donc revenez vers nous, il faut qu'on vous oriente parce que peut-être qu'il y a une autre possibilité pour ce projet-là spécifiquement. J'entends bien que c'est de la prévention, mais peut-être plus adapté sur le volet formation. Mais il faut qu'on échange précisément sur votre projet. Vous mettez peut-être les coordonnées dans le chat, là? Il y avait quelqu'un qui vous avait posé la question pour qu'on puisse reprendre contact. Merci. Bien sûr, on va vous mettre les liens de contact. Merci. Alors, en attendant la question suivante, j'en avais une qui est, vous avez parlé de santé environnementale, donc d'une seule santé. Si on n'est pas dans la santé humaine, si on est dans la santé vétérinaire, si on est dans la santé au niveau de l'agriculture et tout ça, est-ce que quelque part cet appel à projet est quelque chose qui peut également être utilisé? Ça peut être par exemple sur la prévention d'une maladie comme la fièvre catarrhale ou des choses comme ça, ou l'impact, comment diminuer l'impact d'une zoonose, grippe aviaire ou autre. Alors là, pour le coup, sur vraiment de la santé animale, donc c'est pas prévu dans cet appel à projet. En revanche, on a encore une fois la stratégie sur les maladies diffuses émergentes et les menaces NRBC qui prend en compte ce sujet des zoonoses. Donc peut-être qu'on peut, là encore, on peut s'en parler et voir s'il y a un projet spécifique pour le orienter plutôt vers ce biais-là. Question de Valentin de la FNESI. On pourra voir comment on peut faire. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Valentin Vallée, je suis partie de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières, et je voulais vous parler d'un projet que nous on porte depuis quelques années. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Il y a une interférence avec quelqu'un qui devrait couper son micro, mais à part ça, ça devrait aller. Allez-y. Parfait, je continue alors. Du coup, un projet de la FNESI, ça va être nous les Journées nationales de la santé et du bien-être pour nos étudiants. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans, annuellement, où on a 300 étudiants en sciences infirmières qui se présentent sur Paris, où on fait des ateliers de bien-être avec des sophrologues et d'autres professionnels de la santé mentale. Nous, on travaille sur ce projet depuis quelques années puisqu'on a vu que le bien-être... Désolée de vous couper, je suis vraiment désolée de vous Attendez, il y a couper. quelqu'un qui a... C'est compliqué de vous... Oui,
c'est 2 tubes moins de 1500. Quelle est la personne qui n'a pas coupé son micro? Parce qu'on n'arrive pas à entendre la question en tant que telle. Je crois que c'est bon. Merci beaucoup, désolé. Valentin, vous pouvez reprendre. Oui, excusez-moi, je peux reprendre? Oui, allez-y. Oui, du coup, donc c'est Journée nationale de la santé et du bien-être. C'est un événement qui est porté de la FNISI depuis l'année dernière, où il y a eu la première édition, et on recommencera l'année prochaine. Donc, on voulait voir avec vous si ça pouvait rentrer dans l'appel à projet, puisque du coup, on a l'événement, et puis tout au long de l'année, on va avoir d'autres campagnes de sensibilisation qui vont être portées sur les 100 000 étudiants en sciences infirmières que la FNISI représente. Et avec l'aboutissement de cet événement qui a lieu une fois par an sur Paris. Alors, Je peux répondre peut-être, Lise. Oui, Valentin, donc juste pour bien comprendre, l'idée, ça serait que les journées bien-être des étudiants, c'est ça, puissent être éligibles au financement dans le cadre de cet appel à projet prévention? C'était votre question? Oui, c'est ça. Alors, comme on l'a présenté tout au long là, de cette session, en fait, un projet doit vraiment reposer sur une innovation technologique avec un dispositif autour, un dispositif qui peut être un dispositif innovant organisationnel, mais on doit bien, le projet doit intégrer cette innovation technologique et avoir comme objectif de l'évaluation d'impact en vie réelle. Donc, je pense que votre projet s'écarte un peu de cette… en revanche, si la question concerne aussi l'articulation qu'on peut avoir et le relais qui peut être fait autour de ce projet par des étudiants en soins infirmiers, etc., ça, c'est des sujets dont on peut parler plus globalement, mais je ne faut pas vous postuliez formellement à cet appel à projet, mais après, si c'est trouver des ponts entre vos projets, votre investissement dans le domaine et ce que fait l'Agence de l'innovation, ça, on peut en discuter si vous le souhaitez. Merci pour votre réponse apportée. Et en effet, on serait plus qu'intéressé pour pouvoir discuter de ce projet avec vous et voir comment on pourrait travailler ensemble, que ce soit en termes de relais ou… C'est ça, parce que vous pouvez être un excellent relais pour l'appel à projet, ça c'est clair. Voilà. Christian, tu voulais reposer une question. Oui, alors je reviens sur ma question précédente, mais c'est une variante. Tout à l'heure, je parlais de dispositifs qui étaient purement organisationnels et interventionnels. Est-ce qu'un tel dispositif qui aurait pour objectif l'évaluation en vie réelle d'innovations technologiques dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie, et donc ça pourrait ne pas être centré sur une innovation particulière, mais sur le dispositif d'évaluation de ces innovations, conjuguant des partenaires du monde médico-social, du monde médical, du monde de la recherche, est-ce qu'un tel dispositif pourrait être éligible? Alors, à la réserve près, que ça serait bien que vous trouviez quelques technologies qui pourraient… oui, bien évidemment. Derrière, ça oui. se concrétiserait bien ponctuellement sur telle ou telle technologie portée par une entreprise, bien sûr. Bien sûr, oui. Alors, il faut qu'on regarde le projet, mais tel que formulé, ça me paraît tout à fait éligible. Entendu. C'est très clair, merci. Moi, je voudrais revenir sur la question du One Health, sur la question d'une seule santé. Est-ce qu'un consortium peut être basé sur une collectivité locale, un acteur de terrain, une municipalité? Parce qu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, en fin de compte, l'une des grandes problématiques qu'on peut avoir en termes de prévention, en particulier sur la santé environnementale, c'est le fait d'avoir l'implication d'un certain nombre de ces collectivités locales sur le terrain. On sait qu'il y a des régions qui sont des régions très fortes et très développées sur ce plan-là. Je pense à Grand Est, je pense à Nouvelle-Aquitaine.
Mais à côté de ça, il y a des déserts en ce qui concerne la réflexion sur justement sur l'action qu'on peut mener dans les territoires auprès des populations et auprès des professionnels de santé pour développer des actions de prévention par rapport à un certain nombre de risques. Dans l'absolu, oui, enfin, c'est tout à fait pertinent d'avoir ces accroches territoriales. Après, il faut encore une fois trouver je veux dire, le projet précis avec Bien ces sûr. fameuses briques technologiques, etc. Mais oui, dans l'absolu, au contraire, nous, tout ce qui peut être, j'allais dire, porté et avoir un sens pour les professionnels de terrain et pour tout l'écosystème pour améliorer ces approches, complètement, oui. Est-ce qu'il nous reste des questions? Anne Liobet, vous avez laissé votre main levée ou est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, peut-être, pendant que les participants se manifestent, je vois qu'il y a une question autour de la responsabilité populationnelle qui est intéressante parce que Oui, c'est effectivement tout à un fait. terme qui figure dans l'appel à projet. Donc oui, on est très intéressé par ces approches. Je ne sais pas si la personne veut préciser, mais en tout cas, c'est un élément effectivement qui nous intéresse énormément. Je crois que c'était Anne Branchu qui voulait poser la question sur la responsabilité populationnelle. Je ne sais pas si elle est encore, à l'heure actuelle, si elle est encore là. Oui? Oui, bonjour. Oui, c'est un. Alors, je suis élue ordinale à l'ordre des pédicures podologues et je suis nouvellement élue déléguée au numérique en santé. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à toutes les visios, et notamment de Neil, que je suis bien avant ce poste. Et nous avons effectivement dans nos objectifs de travailler sur la responsabilité populationnelle. C'est pour ça que je posais la question, parce que finalement, la prévention fait partie intégrale de cette responsabilité populationnelle. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Et en tant que pédicure podologue qui s'investit beaucoup, j'incite mes confrères à travailler sur l'innovation, parce que l'innovation, c'est le moteur de la santé numérique, comme disait Michel Le Gagneux. Et je pense que nous avons toute notre place. Et c'est pour ça que je posais aussi la question des ordres, parce que vous avez abordé ces participants au conseil de stratégie, mais il a été précisé que les patients, bien sûr, devaient en faire partie. Mais est-ce que vous envisagez aussi d'impliquer les ordres de professionnels de santé dans cet appel à projet ou dans cette vision sur la prévention? Alors, encore une fois, hein, comme le disait Florie, on n'a pas une liste exhaustive et prédéfinie de toutes les parties prenantes qui pourraient être intéressantes d'impliquer dans le cadre de ces projets. Ça va vraiment dépendre effectivement des projets qui seront déposés, en fait. Mais a priori, oui, on n'est pas du tout opposé. Au contraire, et d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on se rencontre, enfin que les ordres, de façon générale, ont une appétence ou un souhait particulier des projets particuliers à pousser. Il ne s'agit pas évidemment dans l'absolu de vouloir être là pour tous les projets parce que ça n'a pas de sens, mais sur des projets précis que vous seriez, pour lesquels vous seriez en soutien, vous voudriez nous flécher, on peut échanger bien évidemment. Oui, oui, effectivement, et aussi ne serait-ce que dans le suivi de tous ces appels à projets, parce que peut-être que certains peuvent nous concerner aussi plus directement, comme la perte d'autonomie ou peut-être tout ce qui peut se faire sur la prévention de la chute de la personne âgée, qui est un des thèmes aussi d'études à l'heure actuelle et pour lequel les pédicures podologues sont largement impliqués. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai pris l'adresse mail de Florie Filol. Je me permettrai de revenir vers vous alors. Merci. Bien sûr, sans Merci, problème. Anne. Merci. Merci. On a une dernière question. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait référence à la région Grand Est, mais en tout cas, Valérie Huillet, si vous voulez la poser, c'est avec grand plaisir.
Oui, du coup, donc Valérie Huillet de l'Agence régionale de santé Grand Est de la délégation de la Marne. Et du coup, voilà, alors ça rejoint ce qui vient d'être dit, hein. On va mettre en œuvre sur le territoire de la Marne prochainement cette responsabilité populationnelle. Et c'est du coup ce changement un petit peu de paradigme-là. Comment après, est-ce que du coup, on arrive à déployer, puisqu'on a eu, nous, un des 5 territoires pilotes sur le Grand Est, dans l'Aube. Et c'est comment on arrive aujourd'hui, à partir de ces premiers résultats et de cette innovation et de ce changement finalement, comment on arrive à le déployer aussi au-delà voilà, du travail sur le diabète de type 2 ou sur l'insuffisance cardiaque, et comment on arrive à ouvrir sur d'autres champs ce dispositif, voilà, qui est innovant. Donc, Alors juste pour bien comprendre, excusez-moi, hein, j'ai peut-être pas bien tout saisi. Vous avez des dispositifs aujourd'hui sur des aires thérapeutiques données, c'est ça, dans la région, que vous souhaiteriez développer sur d'autres thématiques, c'est ça? alors, du coup, on a eu le territoire pilote en fait de l'Aube qui s'est lancé sur l'insuffisance cardiaque et le diabète de type 2. Ouais. On a Nancy aussi qui s'est lancé assez récemment là sur la personne âgée. Donc ça rejoint aussi la perte d'autonomie. Et du coup, on avait un sujet là plus spécifique dans la Marne, mais pour l'instant, on n'a pas commencé. On est vraiment dans cette recherche et dans ces éléments de réponse, pourquoi pas aussi sur la partie de la santé mentale. Comment est-ce que tout ça peut se mettre Écoutez, je pense que là, il faut peut-être qu'on regarde précisément le projet, surtout qu'on analyse bien cette composante innovation, parce que l'idée, c'est pas seulement d'être un outil de déploiement, mais c'est vraiment d'avoir toute cette, j'allais dire, infrastructure, ou en tout cas conception autour de la démonstration de valeur. Et voilà, je pense que c'est difficile de vous faire une réponse comme ça dans l'absolu en 2 minutes. Il faut peut-être que vous nous montriez un petit peu le projet et qu'on voit comment ça peut s'inscrire dans l'appel à projet ou pas. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a l'habitude de tenir les emplois du temps et les agendas au Café Nil. On arrive à la fin de celui-ci. Vraiment, je crois que vraiment merci Florie et merci Elise pour toutes ces explications que vous nous avez données. Je crois que c'était nécessaire parce qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Juste une annonce sur le prochain Café Nil, donc, qui aura lieu le 16 octobre prochain avec l'ambassadrice du Danemark, sur le modèle danois, dont beaucoup de gens auquel beaucoup de gens s'intéressent, et sur lequel justement on aura en direct live, je dirais, l'ambassadrice pour venir nous l'expliquer et montrer les modifications sur le terrain. En tout cas, avant le 16 octobre, merci vraiment de cette session du Café Nil, Lise et Florie, et à très très vite pour, bien entendu, pour des questions, pour des projets et pour tout ce qui peut tourner autour de l'innovation en prévention, qui est un sujet tout à fait passionnant. Un grand merci à vous pour cette invitation. C'est toujours un plaisir. Merci à tous les participants pour leur intérêt et pour les questions. Et évidemment, on est à disposition pour continuer à aider. Mais merci à vous, c'était très sympathique. Merci beaucoup. Merci à toutes. Merci à tous. Merci. Et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir et merci à vous.